Le maître voleur, adapté du conte de Grimm. Il était une fois un vieux paysan et sa femme. Ils se reposaient devant leur maison après une dure journée de labeur, lorsqu'arriva un majestueux carrosse tiré par 4 chevaux. Un homme, élégamment vêtu, en descendit. Le paysan, étonné, se leva, s'approcha du riche seigneur et lui demanda en quoi il pourrait l'aider. L'étranger lui dit: « J'aimerais ce soir déguster un repas campagnard. Puis-je dîner avec vous ?»« Oui, si vous acceptez de manger des pommes de terre et de boire un maigre bouillon. »« Ce sera parfait. Eh bien, restez. » Pendant que sa femme, à la cuisine, préparait le dîner, le paysan invita l'étranger à le suivre au jardin. Il avait creusé des trous pour planter des arbres. « N'avez-vous pas d'enfant ?» lui demanda l'étranger. « Qui pourrait vous seconder ?»« Non, répondit le paysan. Nous avons un fils, mais il est parti il y a longtemps de cela. Il ne voulait pas travailler, il n'en faisait qu'à sa tête et ne cessait de jouer de mauvais tours. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Nous n'avons jamais eu de nouvelles. » Le vieil homme prit un arbuste, le planta dans le trou et le fixa à un tuteur. Puis, il tassa la terre autour du pied. « Pourquoi n'attachez-vous pas aussi un tuteur à cet arbre tout tordu là-bas dans le coin, afin qu'il pousse bien droit ?» dit le seigneur. Le paysan sourit et lui répondit: « On voit bien que vous n'êtes pas jardinier. Cet arbre-là est très vieux. On ne peut plus rien pour lui. C'est quand ils sont jeunes que l'on peut faire pousser les arbres droits. »« Comme votre fils alors, dit l'étranger. Si vous l'aviez bien élevé lorsqu'il était petit, il ne serait pas parti et il aurait trouvé un bon métier. Savoir comment il est aujourd'hui, tout tordu, peut-être comme cet arbre. »« Je ne sais pas, répliqua le vieux. Le reconnaîtriez-vous si, par hasard, il venait à vous rendre visite ?» lui demanda l'étranger. « J'aurais peut-être du mal à reconnaître ses traits, répondit le paysan, mais il possède un signe particulier. Il a une tache de vin sur l'épaule droite. » Alors, l'étranger retira sa veste, déboutonna sa chemise et montra son épaule. Elle s'ornait d'une tache de vin. « Mon Dieu !» s'écria le paysan. « Tu es mon fils. Mais comment as-tu fait pour devenir si riche? Car, à n'en pas douter, tu ne manques de rien et tu vis dans l'opulence. »« Ah, père, le jeune arbre n'a pas eu de tuteur et il est devenu tordu. Maintenant, il est trop vieux et personne ne peut plus le redresser. Comment suis-je devenu riche? Je me suis fait voleur. Mais n'ayez pas peur, je suis un maître voleur. Aucune serrure, aucun verrou ne me résiste. De plus, je ne vole pas comme un voleur. Je ne vole que les riches, qui ont bien plus que ce dont ils ont besoin. Les pauvres n'ont rien à craindre de moi. Au contraire, si j'ai trop, c'est à eux que je donnerai. Et puis, lorsque je vole, c'est toujours en me donnant de la peine, avec ruse et adresse. Mon fils, cela ne change rien. Un voleur est un voleur, tout cela finira mal. » Le paysan et son fils revinrent à la cabane. Lorsque la paysanne apprit que le riche étranger était son fils, elle en pleura de joie. Mais lorsqu'il lui annonça qu'il était devenu maître voleur, ses larmes devinrent des larmes de tristesse. Puis elle se dit: « Voleur ou non, il reste mon fils, et je suis heureuse de le revoir. » Ils s'assirent tous les trois autour de la table, et le voleur mangea avec ses parents la nourriture qui avait été la sienne durant si longtemps. À la fin du repas, le père dit à son fils: « Si notre châtelain apprend ce que tu fais,
il ne voudra plus te prendre dans ses bras, comme il le faisait lorsque tu étais petit et que tu jouais avec ses fils. Il te pendra plutôt, oui. Rassurez-vous, père, il ne me fera rien du tout. Je connais mon métier. Tenez, j'irai le voir demain à la première heure. Le lendemain matin, le maître voleur se rendit au château dans son carrosse. Le comte le reçut avec beaucoup d'égard, car il le prit pour un homme très respectable. Puis, l'étranger lui apprit qui il était et quel était son métier. Le comte hésita et déclara : « Tu es le fils de l'un de mes plus vieux fermiers. Je vais te laisser une chance. Tu prétends être un maître voleur. Je vais te mettre à l'épreuve. Si tu réussis, tu seras libre. Si tu échoues, tu seras pendu. »« Monseigneur, répondit le voleur, donnez-moi 3 épreuves, à votre choix. Si je ne réussis pas, vous ferez de moi ce que bon vous semblera. » Le comte réfléchit et lui dit : « Pour commencer, je veux que tu me voles un cheval dans ma propre écurie. Puis, tu retireras les draps de notre lit pendant que nous y serons couchés, ma femme et moi. Il ne faudra pas que nous nous en apercevions. En même temps, tu prendras l'alliance que mon épouse porte toujours à son doigt. Enfin, tu devras enlever le curé et le bedeau en pleine église. Voilà. N'oublie rien, c'est ta vie qui en dépend. » Le maître voleur s'en alla. Dans une ville proche, il acheta de vieux habits de femme qu'il enfila. Puis il passa de la suie sur son visage. Même ses parents n'auraient pu le reconnaître. Il acheta encore un petit tonneau plein de vin et y mélangea un puissant somnifère. Puis, portant le tonneau sur son dos, il retourna, d'une démarche mal assurée, au château du comte. Il faisait nuit lorsqu'il arriva. Il s'assit sur une pierre, dans la cour, et se mit à tousser et à se frotter les mains. Devant la porte des écuries, des soldats se réchauffaient autour d'un feu. L'un d'eux entendit la vieille femme et lui proposa : « Rapproche-toi, tu profiteras de notre feu. » La vieille s'approcha en traînant la jambe, posa son tonneau et s'assit tout près du feu. « Qu'as-tu dans ton tonneau » demanda un soldat curieux. « Du vin, car j'en fais le commerce. Tenez, pour vous remercier de m'avoir accueilli, je vais vous en offrir un verre. » Le soldat goûta le vin, le trouva bon et demanda un second verre. Elle le resservit. Les autres soldats suivirent l'exemple de leurs camarades. Tous se mirent à boire. Puis la vieille dit : « Et à l'intérieur, ils ont peut-être soif aussi. » On porta le tonneau dans l'écurie. Il y avait 3 soldats pour garder le cheval du comte, et l'un d'eux était même assis sur le dos de l'animal sellé. Après quelques verres, les 3 hommes se sentirent gagnés par une irrésistible envie de dormir. Ils se laissèrent glisser à terre et oublièrent leur devoir. Dehors, les autres soldats dormaient depuis longtemps. Alors, pour ne pas faire de bruit lorsqu'ils traversaient la cour, le maître voleur enveloppa de vieux chiffons les sabots du cheval. Il le fit sortir de l'écurie au pas, puis, lorsqu'il se trouva à bonne distance, il l'enfourcha et partit au galop. Le lendemain, le maître voleur retourna au château avec le cheval. Le comte, qui venait de se lever, regardait par la fenêtre. « Bonjour, monseigneur !» lui cria le voleur. « Je vous ramène votre cheval. Je l'ai fait sortir cette nuit de votre écurie. » Le comte sourit, amusé. « Tu as réussi la première épreuve, mais il n'est pas dit qu'il en sera toujours de même. On verra. » Le soir même, lorsque la comtesse se coucha, elle ferma le poing gauche, de manière à bien protéger son alliance. Le comte lui dit : « Toutes les portes sont fermées à clé. Je vais rester debout et attendre le voleur.
Peut-être passera-t-il par la fenêtre. Dans ce cas, je lui tirerai dessus. » Le maître voleur, lui, alla jusqu'au gibet où pendait un pauvre diable. Il le décrocha et le porta jusqu'au château. À l'aide d'une échelle, il se hissa sous la fenêtre de la chambre à coucher du comte. Il tenait le mort au-dessus de lui. Et lorsque sa tête apparut à la fenêtre, le comte, qui guettait, tira un coup de pistolet. Aussitôt, le voleur lâcha le pendu, descendit à toute vitesse et alla se cacher derrière un massif de fleurs. La lune éclairait le jardin. Le voleur vit le comte descendre par l'échelle et porter le cadavre au fond du verger où il commença à creuser un trou pour l'enterrer. « À moi de jouer maintenant, » se dit le voleur. Il monta par l'échelle dans la chambre de la comtesse. « Ma chère femme, » déclara-t-il en imitant la voix du comte, « le voleur est mort. Mais c'était le fils d'un de nos meilleurs paysans et je ne veux pas que ses parents aient honte de lui. Je vais l'enterrer moi-même. Donne-moi nos draps pour que je l'enveloppe son corps. » La comtesse lui passa les draps. « Et puis, tu sais, le malheureux a risqué sa vie pour ton alliance. Donne-la-moi, il l'emportera dans la tombe. » La comtesse fit ce que lui demandait son mari. Le voleur s'enfuit avec son butin et rentra chez lui. Quelle ne fut pas la surprise du comte le lendemain matin lorsque le voleur lui rapporta les draps et l'anneau. « Serais-tu magicien ? Je t'ai enterré moi-même la nuit dernière. Comment as-tu fait ? Qui t'a rendu la vie ? » « Ce n'est pas moi que vous avez enseveli, mais un malheureux que j'ai décroché du gibet. » Et le voleur de lui raconter en détail comment il avait fait. Le comte le félicita pour sa ruse. « Mais tu n'as pas fini. La 3e épreuve t'attend. » Le voleur sourit et prit congé. À la nuit tombée, le voleur se rendit au cimetière. Il portait un grand sac sur le dos, un paquet sous le bras et une lanterne à la main. Le sac contenait des crabes et le paquet des petites bougies. Il sortit un crabe du sac et lui colla une bougie sur le dos. Il l'alluma, puis laissa le crabe se promener entre les tombes. Il en prit un second et fit de même, puis un 3e, un 4e. Lorsque le sac fut vide, il revêtit un long manteau noir qui le faisait ressembler à un moine, et il fixa à son menton une barbe grise. Ainsi déguisé, il entra dans l'église et monta en chaire. L'horloge sonnait justement les 12 coups de minuit. Après le dernier coup, il cria d'une voix perçante qui résonnait dans la nuit: « Oyez, oyez, pauvres pécheurs, la fin du monde est arrivée. Craignez le jugement dernier. Écoutez-moi, bonnes gens, je suis Saint Pierre, que celui qui veut aller au paradis entre dans mon sac. Regardez, dans le cimetière, les morts rassemblent déjà leurs ossements. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. » La voix du maître voleur résonnait dans le village endormi. Le curé et le bedeau, qui habitaient tous à côté de l'église, furent les premiers à se présenter. Dans le cimetière, les lueurs se promenaient entre les tombes, et ils se dirent que quelque chose d'exceptionnel se préparait. Ils se précipitèrent à l'intérieur de l'église et se dirent que c'était là la bonne occasion pour gagner le paradis sans peine. Ils rejoignirent le maître voleur sur la chaire et se glissèrent dans le sac. Le maître voleur traîna le sac dans tout le village, gagna le château et enferma le sac dans la volière. Le lendemain matin, il vint voir le comte et lui dit qu'il avait mené à bien sa 3e et dernière tâche. Il avait procédé à l'enlèvement du curé et du bedeau en pleine église. « Où sont-ils à présent ?» demanda le comte. « Dans votre volière, à l'intérieur d'un sac,
Il s'imagine être au ciel. Le comte alla libérer le curé et le bedeau, et il déclara au voleur: Tu es le roi des voleurs, et tu as gagné ton pari. Maintenant, disparais, je ne veux plus te revoir sur mes terres. Le maître voleur dit adieu à ses parents et repartit dans le vaste monde. Plus personne n'entendit plus jamais parler de lui.